Aujourd'hui, même dans la salle, il faut voir, chacun d'entre nous est, comme aime le dire l'un de nos commissaires ce matin, sur son smartphone. Donc, c'est-à-dire, on est tous accro à nos téléphones. Et c'est-à-dire, voilà, or, l'utilisation de ces téléphones n'est pas sans conséquence sur la vie privée de chacun d'entre nous. Nous savons tous que chaque utilisation ou chaque navigation sur Internet nous font produire des tas de données. Et ces tas de données sont susceptibles de permettre de faciliter notre traçabilité, notre profilage et notre surveillance. C'est-à-dire les données que nous produisons en manière de données à travers l'utilisation de nos smartphones, de nos téléphones intelligents, de nos outils connectés, dont nous pouvons produire des tas de données, des tas d'informations, de contenus qui sont susceptibles de nous tracer et de nous suivre. Le président l'a rappelé dans son discours, c'est-à-dire les informations sont aussi utilisées par les services de renseignement, donc pour nous surveiller. Donc c'est une fonctionnement de production, c'est-à-dire des données à caractère personnel à intervenir, comme Pierre l'a dit, nos différents États. Et le Mali n'est pas resté en marche. En 2010, la CEDEAO, à travers l'acte additionnel qui a été rappelé par le président et par notre Pierre également, donc la CEDEAO a invité ses États membres à légiférer en la matière, c'est-à-dire à adopter un cadre de légifération national en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, c'est la poussée du Mali en 2013 à répondre favorablement à l'appel de la CEDEAO et le Mali a adopté en 2013 la loi numéro 2013 du 21 mai 2013 qui a déjà été modifiée en 2010 et portant protection des données à caractère personnel. Donc, cette loi a posé certains nombres de principes. En tant que juriste, nous devons le dire, c'est-à-dire a posé des conditions pour rendre licite, comme les musulmans aiment le dire, pour rendre halal un traitement des données à caractère personnel. Puisque vous avez le droit de toucher, de collecter des informations, mais à condition de respecter certains nombres de principes. Et parmi ces principes, nous avons divisé en deux catégories, en deux piliers, les conditions du fond et les conditions du fond. C'est-à-dire avec la loi de 2013 du 21 mai qui a été adoptée suite à l'appel de la CEDEAO, puisque c'est une transposition de l'appel de la CEDEAO. Et cette loi pose deux grands principes, deux grandes conditions. Les conditions du fond qui sont énumérées au niveau de l'article 7, si vous prenez la loi, au niveau de l'article 7, il y a certains nombres de principes qui sont fixés, notamment les principes de finalité, les principes d'exactitude, les principes de transparence, les principes du respect des droits des personnes et les conditions du fond sont l'accomplissement des formalités auprès de la autorité. Le président l'a évoqué dans son discours. Le principe de finalité, les législateurs maliens, pour être conformes avec le principe de l'acte additionnel de la CEDEAO, a demandé aux entreprises, aux services publics, à toute personne morale des droits privés, des droits publics, et à toute personne physique qui collecte et qui touche, qui manie les données des personnes résidentes, pas seulement les Maliens, mais toute personne résidente au Mali, de respecter la finalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous autorise, tant que vous êtes sur le territoire national, on vous autorise à collecter les données, mais à condition de fixer une finalité. C'est de déterminer cette finalité, de dire le pourquoi. À condition que la personne dont les données sont collectées soit informée du pourquoi. À condition que, c'est-à-dire vous ne vous permettez pas de collecter toutes les informations. Vous devez vous limiter aux informations nécessaires à la poursuite, c'est-à-dire à l'atteinte de la finalité. Je veux ici, dans le cadre, on est à l'université, la faculté de droit public peut décider aujourd'hui de recruter des secrétaires ou de recruter des agents. La loi l'autorise à recruter, la loi l'autorise à toucher, à collecter les CV, à collecter les diplômes, mais à condition de ne pas déborder, à condition de respecter, de se limiter uniquement aux données nécessaires à la gestion de la carrière de cet agent. Donc, ce sont ces quelques principes. Il y a aussi les principes du respect des droits. Le respect des droits détermine la transparence vis-à-vis de la personne concernée. La loi numéro 2013-015, qui est notre loi, notre Magma Carta, notre Bible, notre Coran à la matière de protection des données à caractère personnel, demande que lorsque vous décidez de collecter les informations sur un individu, vous devez l'informer. Vous devez l'informer qu'il dispose des droits d'accès à ces informations.
Vous avez collecté mes informations en tant qu'agent chez vous, j'ai le droit d'accéder à ces informations pour procéder éventuellement, c'est-à-dire pour rectifier. Par exemple, lorsque vous me collectez et lorsque vous me recrutez, j'habitais à Sirakoro, ACI. Aujourd'hui, je suis à Niamakoro-Sema. Donc, j'ai le droit d'avoir accès à mes informations pour procéder à la mise à jour de ces informations. Et aussi, il y a les droits de suppression. Par exemple, ici, puisque la loi nous autorise en tant qu'APDP d'encadrer un certain nombre de traitements, les secteurs qui n'ont pas été prévus, qui n'ont pas été pris en charge par la loi. C'est pourquoi on a encadré la vidéosurveillance. Et c'est-à-dire en matière de vidéosurveillance, c'est 30 jours la durée de conservation. En matière de dossiers comptables, conformément à l'acte uniforme de l'UEMOA qui a été transposé par la loi numéro 2016-008, qui est la loi portant la répression de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, autorise les banques, les établissements financiers à archiver les informations sur les clients 10 ans après la rupture, après la cessation de la relation clientèle. Voilà, donc le client a le droit de savoir pendant combien de temps vous conserverez ces informations. La vidéosurveillance, c'est 30 jours. Le client qui demande à accéder aux informations les concernant doit être informé du délai de conservation, de la durée de conservation. Donc ça, c'est en quelque sorte les principes, les conditions de forme. Donc maintenant, les conditions de forme, l'accomplissement des formalités auprès de l'APDP. Qu'est-ce que c'est que l'APDP? C'est une autorité administrative indépendante. Vous savez, quand vous prenez la loi 94 qui a été révisée en 2014, la loi 2014 relative au principe de fonctionnement des services publics, là, fait la typologie des différents services. Nous avons des institutions classiques et nous avons des autorités administratives indépendantes. C'est-à-dire l'APDP est une autorité administrative indépendante. Elle n'est rattachée à aucun département. Ça veut dire qu'elle ne reçoit d'instructions ni d'aucune administration administrative ou politique. Elle est indépendante. L'ancrage de toute administration, c'est la primature, bien entendu. Mais l'APDP est une autorité administrative indépendante qui est chargée de la régulation, de la protection des données à caractère personnel. À ce titre, elle reçoit, lorsque vous voulez installer un dispositif de caméra, de vidéosurveillance, monsieur le doyen, apparemment vous avez un dispositif ici, mais on n'a pas reçu votre déclaration. Donc, ça veut dire que mon professeur, voilà, donc entre guillemets quoi. Donc, lorsque vous décidez d'installer ne serait-ce qu'un dispositif de vidéosurveillance, vous avez l'obligation d'accomplir des formalités auprès de l'APDP. N'est-ce pas? Donc, pour avoir les récépissés, et l'APDP, après avoir reçu votre demande, envoie des missionnaires sur place pour aller vérifier la conformité du contenu du formulaire que vous avez envoyé aux réalités du terrain. Juste pour insister sur ça. Oui. Avant de donner la parole à Awa, avant de donner la parole à Awa, juste peut-être si vous pouvez conclure par ou parler du lien aussi entre la protection des données à caractère personnel, vous avez parlé de la vidéosurveillance, du stockage des données et le lien avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu en tant qu'autorité des cas où des données ont fuité par exemple sur les réseaux sociaux? Quel est l'impact de cela? Ou des vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux et quel est l'impact que cela apporte? Monsieur Abibou, ça c'est une très bonne question. Mais cette question, elle est réservée au second panel et qui sera abordée par le secrétaire général de l'APDP qui est un ancien procureur, un pénaliste à la matière. Pour vous dire tout simplement que nous, en tant qu'autorité, notre première mission, si vous prenez la loi, la première mission de l'APDP, c'est informer et sensibiliser. Et c'est ce qu'on fait en longueur de journée. C'est-à-dire nous avons reçu des plaintes relatives à la division des images sur les réseaux sociaux. Et nous les avons instruits. Et aussi, nous avons saisi, puisque la loi nous oblige aussi à saisir, en cas lorsque nous sommes saisis des cas qui ne relèvent pas des sanctions administratives, de saisir les procureurs. Et nous avons fait à l'époque, le secrétaire général va aborder ça dans son intervention. Donc tout simplement pour ne pas trop monopoliser, parce que je suis un peu bavard là, donc pour ne pas trop monopoliser, donc je m'arrête là à ce niveau quoi. Merci. Je reviens vers... Je reviens vers Awa, qui est journaliste. Je crois que Semanes a été mentionné que la digitalisation, donc la forte numérisation, affecte différents secteurs, dont le secteur du journalisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce phénomène?
D'accord, bonjour, merci pour la question. Je vais essayer d'articuler parce que Moula Benado, donc je m'excuse d'avance si vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Effectivement, la digitalisation, elle joue de manière néfaste, si je peux dire, sur beaucoup de corps de métier, particulièrement dans notre domaine, le journalisme. C'est arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux, l'Internet et les nouvelles technologies. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, particulièrement en 2023, les gens ne lisent pas. Surtout pas la presse écrite, la version papier. Très peu de gens prennent le temps, ne serait-ce que d'acheter un journal et d'aller plus profondément que de lire le titre ou le sous-titre et de lire le contenu même de l'article. Avec les réseaux sociaux, nous avons eu à faire face à la diffusion très rapide de l'information. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le temps en fait d'aller au kiosque, aller acheter un journal. Ils ont leur téléphone, ils montent sur les réseaux sociaux ou bien ils vont sur des sites d'information, que ce soit de bons sites ou de mauvais sites. Et ils préfèrent s'informer directement en marchant, en regardant la télé, dans leur salon, peu importe l'heure. Le deuxième défi auquel nous avons eu à faire face, ce sont les mauvaises informations, ce que nous on peut appeler la désinformation, la mésinformation et aussi la propagande, qui sont très fréquentes, surtout dans les régimes de transition, comme on en connaît actuellement. Donc aujourd'hui, le journaliste de presse classique est obligé de s'adapter. Donc il s'adapte comment? Il s'adapte en allant aussi sur ces réseaux. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler aujourd'hui sans aller sur les réseaux ou sans utiliser l'Internet. Mais cette adaptation nécessite aussi le fait que tu approfondisses tes recherches. C'est-à-dire que tu fasses plus de recherches, notamment sur les sources de l'information, sur les motivations de l'information. Et ça nécessite aussi que le journaliste ait beaucoup plus de contacts que se référer uniquement sur les réseaux sociaux. Donc oui, la digitalisation, c'est néfaste pour notre... On a tendance à dire au Mali que la presse écrite est en train de disparaître. C'est vrai. Mais quand tu vas dans d'autres pays qui sont dits développés, moi je pense qu'on a plus de temps avant d'arriver à une disparition totale de la presse écrite. Ça veut dire que quand vous allez dans des pays européens, vous allez remarquer que en fait, les journaux là-bas ne se lisent pas. C'est pire que chez nous. Ils ne se lisent pas. Les journalistes qui sont journalistes, ils font d'autres métiers. Ils deviennent... ils font d'autres métiers, ils se reconvertissent et parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui fait des recherches et souvent l'information, comme on dit, ça n'attend pas. Et particulièrement au Mali, aujourd'hui, on fait face à un phénomène des vidéomans. Quand j'observe les jeunes dans la salle, je me demande combien d'entre vous lisez. Je ne parle pas de lire des bouquins, je parle de lire des informations tous les jours. Combien d'entre vous lisez? Combien d'entre vous, je pense que la majorité regarde Ouverture Média, ou je m'excuse, hein, je ne sais pas si je peux dire le nom de Ouverture Média, ou bien Médiatique, ou bien les réseaux comme ça, où vous avez quelqu'un qui réfléchit à votre place et qui vous donne l'information. Ça aussi c'est un problème parce que ça fait qu'au final la personne devient... Elle ne va pas chercher plus loin que ce qu'on lui donne parce que tu as quelqu'un qui transforme l'information en quelque chose de folklorique. Peut-être juste pour appuyer sur ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Je me demande juste, est-ce que selon vous, ça montre aussi qu'au Mali, les journalistes ou le métier du journalisme a besoin de s'adapter un peu avec les dynamiques actuelles, où il y a un besoin peut-être aussi d'une autre façon d'informer. Je ne sais pas, je ne suis pas expert sur la question, mais j'aimerais avoir votre réflexion. Oui, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter. Et ça, je crois que c'est dans tous les métiers. Parce que l'homme évolue, le monde évolue. Donc tu es obligé de t'adapter, mais il faut aussi bien s'adapter.
Parce que c'est pas parce que c'est le digital qui est à la mode qu'il faut laisser les recherches d'informations, qu'il faut laisser tomber les enquêtes, qu'il faut laisser tomber les investigations, prendre un micro, un téléphone, aller s'arrêter quelque part. Ah, j'ai mania. Nous sommes une binade. Bon, c'est pas des choses, c'est pas de l'information journalistique comme on dit. Ça s'appelle être vidéoman. Bon, malheureusement, aujourd'hui, la presse écrite fait face à ce problème. Et oui, on s'adapte. Par exemple, nous, on a des plateformes numériques. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'abonnement numérique, où vous avez la version digitale du journal qui est diffusée par rapport qui est distribuée aux personnes qui sont abonnées. On a aussi des web TV qui ressemblent au modèle ce ne sont pas des vidéomats, c'est quelque chose de plus soutenu, on va dire. Voilà, c'est quelque chose de plus travaillé. Moi, je ne critique pas les vidéos. Je fais juste la comparaison. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Awa. Merci. Je vais passer à Dr Hilo. Mais peut-être, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions de la salle. Et peut-être on tire vers la conclusion. Je sais qu'on est un peu pris par le temps. On est vendredi en plus, donc je ne vais pas être entre Habib et la prière. Oui, donc je prends juste 2 ou 3 questions. D'abord, Soulo, qui est panéliste aussi. Donc peut-être, si c'est une contribution, la faire dans le... Voilà, je prends. Oui. Ok. Je ne sais pas si c'est tous les Maliens qui reçoivent, mais moi, personnellement, je reçois des notifications, sinon des messages des opérateurs téléphoniques, tels que Orange et Malitel. Est-ce légal, est-ce normal qu'on vende? Parce que nous, pour moi, c'est vraiment une vente de nos données pour une cause. Est-ce normal, est-ce légal en République du Mali? Merci. Ok. Peut-être je prends juste les questions et vous réagissez avec les recommandations. Oui. Ici d'abord ensuite là. Ok. Je pense que voilà, on le priorise. Ok. Ça peut aller. Ouais, c'est bien. S'il vous plaît, là-bas. Donc, priorité aux participants. Vous voulez les panélistes et modérateurs de la discussion. Bonjour à tous. Oui. Je remercie tous les panélistes pour la qualité des différentes interventions. Ma question s'adresse à M. Aïdara lorsqu'il a évoqué la permission, surtout à l'Agence pour la protection des données à caractère personnel, avant d'installer les vidéos de surveillance et autres. Par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans un événement où il y a des journalistes ou des personnes qui viennent vous photographier sans votre consentement, est-ce que vous avez le droit d'intenter une action contre eux pour avoir pris votre photo sans votre autorisation express? Merci beaucoup. Ok, merci pour la précision aussi dans la formulation de la question. Est-ce que je peux prendre une ou 2 autres questions? Voilà. Donc, elle milite pour le genre, ce que je trouve normal. Est-ce qu'il y a une femme qui veut intervenir? Une étudiante ou une femme? Moi, j'ai déjà le micro. Ah. Est-ce qu'il y a une intervenante déjà? Ok, allez-y. Ok, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis le doctorat en sciences de l'éducation, spécialité des 10, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. J'ai une première question que j'adresse à M. Diane, à savoir, Madame Chon Traoré a dit que maintenant nous faisons face à tout ce qui est la propagande, la désinformation. J'aimerais savoir, M. Diallo, est-ce que dans l'espace CEDEAO, il y a une loi qui pénalise ou qui criminalise la désinformation et la propagande dans l'espace CEDEAO? Parce que j'ai fait une communication tout récemment sur l'éducation aux médias. Bon, j'ai cherché presque en vain. Voilà. Et ma deuxième question, c'est pour M. Aïdara. Il a parlé de faire une demande au niveau de l'autorité pour la protection des données à caractère personnel avant d'installation des caméras
Aujourd'hui, nous constatons que tout ce qui est boutique et kiosques sont truffés de caméras. Est-ce que ceux-ci ont fait une demande? S'ils n'en ont pas fait, quelle est la sanction que vous infligez à ces contrevenants-là? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, je prends la dernière intervenante, les deux dernières dames, s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi c'est Kaliatou Soroba, je suis entrepreneur et je suis à l'APDP. Très ravie d'être parmi vous et merci pour la qualité de vos interventions. Alors ma question se pose à Madame Awa. Maintenant les problèmes sont posés pour les propagandes, les fake news, le fait qu'on ne lise pas les journaux, ce qui est une innovation on va dire. Maintenant, quelles sont les solutions que vous proposez à la jeunesse malienne, aux Maliens, au peuple malien et au peuple africain par rapport aux fake news, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Merci. Donc, ici, devant, s'il vous plaît. Dernière question. Bonjour. Je commencerai par remercier les organisateurs de la conférence. Et je félicite aussi les panélistes. Je voudrais poser cette question à mon étudiant. Aïdra, vous dites que, en principe, on ne connaît pas, c'est comme voilà, l'APDP. Vous dites que vous êtes affilié à aucun organe d'État. Donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'APDP, ses objectifs, et puis ce qu'il est en train de faire dans le pays. Parce que à l'heure du digital, du numérique, les gens sont pressés. On a même des avis et des essais sur les réseaux qui ne sont pas fondés. Voilà. Qu'est-ce que l'APDP a fait dans ce domaine? Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Madame, je reviens au panélistes. Peut-être vu le temps. Docteur John, je crois qu'il y a une question qui vous est adressée sur le cadre juridique en lien avec la propagande et la désinformation. Est-ce que après ça aussi vous pouvez nous faire des recommandations? J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Kadiatou qui dit que en fait, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes selon vous? Et vous profitez aussi pour faire votre dernière intervention. Merci. Merci beaucoup pour la question. D'abord, il y a des décisions à mettre en place. Juridiquement, la CEDEAO ne produit pas de loi. La CEDEAO, elle agit parfois des règlements, parfois des directives, parfois des décisions, parfois d'avis et des recommandations. Elle peut prendre des actes additionnels ou des protocoles additionnels. Donc les deux derniers s'ajoutent au traité sans le modifier. Vous comprenez? Maintenant, l'acte additionnel de 2010 sur la base duquel le Mali a pris sa loi et sa loi rectificative, dans cet acte-là, les principes que Aïdra a élevés, les principes, notamment le principe de fidélité, sont les principes qui sont déjà évoqués dans l'acte additionnel. La loi malienne a fait des référendums. La deuxième partie de votre question est que, en droit, malheureusement, la qualification des faits dépend de beaucoup de détails techniques. Donc la propagande en soi n'est pas un fait qui est sanctionné au niveau de la CEDEAO parce que les éléments constitutifs ne sont pas réunis. Ici, quand on parle de propagande en matière de droit, ça a plutôt une tendance politique. Est-ce que vous comprenez? Mais par rapport à la désinformation, c'est déjà pris en compte par la traditionnelle. Donc, il y a des précisions juridiques que vous devez connaître avant de vous lancer dans cette affaire. Je vous remercie. Maintenant, ma dernière intervention par rapport aux recommandations que je peux faire. Avant de tomber dans la recommandation, il faut quand même savoir qu'on a des limites en Afrique. On a des limites qui sont généralement liées à l'infrastructure institutionnelle. Notre architecture institutionnelle n'est pas suffisamment bâtie
pour recevoir tous ces droits-là. Parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler. C'est ça le problème. Vous ne trouverez aucun pays africain, je parle, je mets ça entre guillemets, qui a la maîtrise totale sur ces données, sans faire appel à un autre pays étranger pour l'aider à sauvegarder cette donnée. Donc si vous-même vous n'avez pas la capacité de sauvegarder vos données, c'est assez compliqué. On n'a pas la maîtrise de l'outil technologique. Voilà, donc ça ce sont des défis qui ne sont pas les seuls qu'on doit relever. Donc les recommandations par rapport à cela, c'est que les jeunes, ils doivent savoir que les images, comme M. Aïdara a dit, on dit dans la loi que ces images sont protégées pendant 30 jours, n'est-ce pas? Moi, dans mon téléphone, dans mon OneDrive, hier, ils m'ont renvoyé une image de moi quand j'étais étudiant il y a 17 ans. Ils ont dit, c'est l'anniversaire de cette photo il y a 17 ans. Alors que la loi l'interdit. Donc, il faut savoir que ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux peut vous rattraper dans 20 ans ou 30 ans. Vous faites quelque chose aujourd'hui, dans 20 ans, vous êtes mère de famille, on vous sort quelque chose sur vous. Donc, il faut faire attention et être conscient que nous n'avons pas la maîtrise, des données que nous produisons. C'est un défi que l'État tente de relever, notamment à travers la PDP, mais c'est un défi qui est réel et qui reste. La base de données de WhatsApp, quelle que soit la puissance de APDP, comment est-ce que APDP peut aller effacer vos données à WhatsApp? Je vous donne une anecdote juste pour finir. En 2007, quand Nicolas Sarkozy voulait être président de la France, on a créé une page Facebook en son nom, mais on a mis un nom péjoratif. C'est un nom péjoratif qu'on a mis. Donc chaque fois que vous tapez le nom péjoratif sur Google, vous tombez sur la photo de Nicolas Sarkozy. C'était pour le décret du Brésil. Il a inventé un procès contre Facebook et contre Google, mais il n'a pas eu raison. Donc c'est pour vous dire, tellement que ces grosses boîtes, elles sont puissantes, qu'aujourd'hui, elles défient même la souveraineté et la capacité des États. Donc les États africains ont intérêt à se réunir et prendre vraiment au sérieux ce droit communautaire africain pour qu'on ait le même droit de façon uniforme sur le continent. Vu que nous avons des cultures juridiques aussi différentes sur le continent, donc ça aussi c'est un des défis. La recommandation, c'est d'agir ensemble. La recommandation, c'est d'informer, de former et de sensibiliser les jeunes pour qu'ils sachent que ce qu'ils font aujourd'hui peut les rattraper dans un futur vraiment très proche. Et la troisième recommandation, c'est à vous, Serge, il faut appuyer ces dernières activités pour que la sensibilisation puisse vraiment venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Très inspirant. Je reviens, juste je vois qu'il y a un lien aussi avec des questions qui ont été posées à Aïdara. Beaucoup de questions, comme il l'a dit. Mais peut-être juste si vous pouvez insister sur 2 points. Dans un premier temps, vous avez certes présenté l'APDP, qui est un organe étatique, mais qui serait bien peut-être de revenir un peu sur ça. Oui. Ensuite, la question du consentement, non seulement pour les vidéosurveillances, mais aussi pour les SMS qu'on reçoit pour telle ou telle campagne. Et peut-être si vous pouvez profiter aussi faire quelques recommandations au niveau des différents acteurs, y compris peut-être à la PDP, pourquoi pas. Voilà, mais en 2 ou 3 minutes si vous voulez. Vous avez pris tout mon temps? D'accord. Ok, donc merci beaucoup pour les différentes questions. La première question relative à la prospection politique. Voilà, donc nous avons tous réussi, comme tout de suite je viens de recevoir rapport d'un coopérateur. Donc nous avons tous réussi ces derniers temps des SMS, soit nous appelant, nous invitant à aller pour des lits, pour aller prendre part à des trucs. Donc c'est ce qu'on appelle la prospection politique. C'est réprimé par les articles 19 et 33, les articles 19 de la loi portant protection des données et article 33 de la loi 19 portant répression de la cybercriminalité. Voilà, donc quand on a réussi beaucoup de villes. Voilà, donc quand on a réussi des traitements, la première chose, le secrétaire général, le président a saisi les opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, donc directement nous avons envoyé les correspondances pour les informer que cet acte est prohibé. C'est-à-dire que c'est un acte qui est condamné qui est réprimé par les différents actes que je viens d'évoquer.
Donc maintenant, lorsque vous voulez collecter les informations et les numéros de téléphone de quelqu'un pour la protection politique, vous devez l'informer, la transparence à l'égard de la personne concernée. Vous devez lui donner la possibilité d'un envoi de premier message. Voilà, vous devez lui donner la possibilité de se désinscrire, de se désabonner à travers notamment les codes USSD. Voilà, donc si vous voulez recevoir ces genres de messages, tapez ces codes. Donc c'est ça la possibilité. On doit, les droits de la donnée, on exige à celui qui envoie les messages de donner la possibilité à celui qui reçoit de se désabonner, de se désinscrire. Ça, c'est les principes qui encadrent la prospection. Mais je pense que les actions ont été déjà entamées au niveau de la PDP et Inch'Allah, on aura la suite. Donc, par rapport à la question des photos sans autorisation, vous savez, j'allais poser la question à Mme Bawa. Choix du travail. Voilà, donc par rapport à vous savez, l'État du Mali est le seul État qui n'a pas prévu d'exception, c'est juste entre parenthèses, pour la presse. Si vous prenez l'acte additionnel qui a été transposé en droit malien, l'acte additionnel prévoit, c'est-à-dire des dérogations à la presse et aux chercheurs, aux anciens chercheurs. Des données collectées dans le cadre de la recherche ne sont pas soumises aux... Voilà, donc ils sont exemptés. La presse également. Mais la loi malienne n'a pas prévu, c'est-à-dire de dérogation. Aujourd'hui, si on veut appliquer, si les juges et la PDP veulent faire appliquer ces textes à la lettre, aucun journaliste ne peut opérer sur le territoire national. Parce que lorsque vous écrivez un article sur quelqu'un, vous êtes obligé d'aller demander le consentement de la personne. Voilà, attendez, voilà, donc j'ai écrit quelque chose sur toi, je souhaite le publier. Bon. Voilà, donc ça c'est à l'état actuel de la loi malienne par rapport à la presse. Donc ça c'est un premier aspect. Un second aspect est relatif à la presse en ligne. Sa présentation portait sur la digitalisation. Voilà, nous avons vu que l'État malien, la pratique est en avance sur les droits maliens dans certains domaines. La presse en ligne, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'est pas encadrée. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle des vidéomans, des web TV, ils sont tous dans l'illégalité aujourd'hui. Donc la société est en avance sur les droits au Mali dans ce domaine. Je ne vais pas trop m'aventurer sur ces domaines, sur ces champs, mais je pense que ça sera abordé par le procureur, le secrétaire général dans son intervention. Donc pour ce qui concerne la question relative à la photo, donc lorsque vous voulez prendre la photo de quelqu'un, il y a deux choses. Je vous ai donné l'autorisation de prendre ma photo. Mais lorsque vous voulez publier, vous devez aussi avoir l'autorisation de publier la photo. On peut donner l'autorisation de prendre la photo sans donner l'autorisation de la publier sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Donc, la photo, c'est le droit à l'image. Tu as un droit sur ton image. Donc, avant de prendre ta photo, on doit demander ton consentement. Si ce n'est pas fait, la personne qui s'adonne à cette pratique est poursuivable devant l'APDP et devant le juge pénal conformément aux dispositions du code pénal et de la loi portant répression de la cybercriminalité qui est venue renforcer la loi portant protection des données. Donc la question de mon... Peut-être juste sur l'APDP et puis... Oui, c'est vrai. La question... On peut aussi faire des recommandations à ce stade. Ok. Vous savez, c'est... Ok. Donc, professeur, vous serez répondu par les panélistes. Voilà. Donc, la question est relative à l'autorisation pour la vidéosurveillance. Comme on l'a dit dans la présentation, les critères licites, la licéité du traitement repose sur un nombre de principes. Chaque dispositif de vidéosurveillance doit, pour sa licéité, c'est-à-dire accomplir des formalités auprès de l'APDP pour l'installation. Donc, ok, je vais en venir. Donc, pour les recommandations, donc voilà, donc un dispositif qui n'a pas eu l'autorisation ou qui n'informe pas, où on ne voit pas l'affiche
pour informer, attention, bâtiment mis sous vidéosurveillance est un dispositif irrégulier. Donc dès maintenant, c'est vous qui pouvez aider la PDP à faire évoluer les droits, puisqu'on est en faculté de droit. Il faut porter plainte devant la PDP, devant le juge pénal pour faire évoluer ces droits. C'est un droit nouveau, même si ça avait été consacré par la Constitution de 92 au niveau de l'article 6, mais les droits spécifiques à la protection des données est nouveau. Donc il faut aider la PDP à faire évoluer ses droits. Par rapport aux recommandations, je pense que tout a été dit. C'est-à-dire, ce que nous recommandons, ce que je peux recommander pour, voilà, donc par rapport à la vulgarisation, c'est l'éducation au numérique. Nous, on avait signé, la PDP avait signé une convention avec le ministère de l'Éducation. Donc, je pense que bientôt, on doit aller vers, c'est-à-dire la convention avec l'enseignement supérieur. Déjà, on a une convention avec notre faculté, la faculté de droit public. Donc, il faut vraiment faire la vulgarisation, il faut vraiment éduquer les jeunes au numérique, à la bonne utilisation et surtout à l'utilisation éthique de ces outils d'information et de communication. Merci. Merci beaucoup, M. Aïdara. Le temps n'est pas... Beaucoup de questions vous ont été posées, donc c'est normal aussi, donc merci d'avoir ramassé de façon brève et concise. Je reviens juste vers Awa. Je sais que le panel suivant aussi va être consacré à la désinformation, les questions des réseaux sociaux. Peut-être juste si vous avez des recommandations à faire, ça va nous permettre de se... Moi, je vais être rapide. D'abord, j'aimerais dire à M. Aïdara, vous avez dit que normalement, si on applique la loi, les journalistes ne pourraient pas faire leur travail parce qu'on n'a pas le droit d'écrire sur une personne. J'ai dit que la loi malienne n'a pas prévu de dérogation pour les journalistes, quoi. Mais on ne l'applique pas. Voilà, D'accord, parce que nous, on est régi par le régime de la presse et des délits de presse. Et on peut écrire sur qui on veut et ce qu'on veut, toujours dans le respect des règles déontologiques et d'éthique. En sachant qu'il faut toujours éviter les diffamations, mais comme je pense que vous le savez, il est très difficile pour une personne qui porte plainte contre un journal d'aboutir à quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau du tribunal. Très souvent, ce sont des poursuites qui sont abandonnées parce que c'est difficile de prouver, ou alors tu t'engages sur un chemin où toi-même tu vas donner des informations sur ta personne en essayant de prouver que ce que le journaliste a dit est faux. Donc c'est quand même assez difficile. Donc concernant la désinformation, les recommandations. Sur la question du journalisme, d'accord, dans un contexte de digitalisation que vous avez abordé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez peut-être, en tant que journaliste, offrir quelques recommandations à l'endroit non seulement des personnes qui nous écoutent, mais aussi aux diffuseurs? Moi, ce que je recommanderais aux non-journalistes, aux lecteurs, c'est de diversifier les sources d'information. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y a toujours des médias qui sont réputés comme étant très véridiques et qui sont pris pour argent comptant et qui sont même, je ne cherche pas à faire la promotion de nouvelles opinions, mais qui sont même souvent sollicités par certaines autorités, parce qu'on sait que si on dit le nom de tel ou tel journal ou de tel ou tel média, automatiquement les gens croient ce qui est dit parce que c'est connu que ce sont des médias qui sont véridiques. Donc moi je recommande de diversifier les sources d'information et surtout de regarder aussi le contexte dans lequel on est. Ça veut dire que si tu as une information, c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui, tu as la possibilité de chercher non seulement là où tu es, mais aussi à l'international ou dans d'autres pays de l'Europe. Donc il faut diversifier, il faut contextualiser et il faut aussi faire jouer ce que j'appelle souvent l'instinct journalistique, mais peut-être les connaissances personnelles. Donc voilà. Et pour les journalistes, bon, nous sommes obligés de nous adapter. Donc on s'adapte, on apprend on change de business plan, enfin de modèle d'entreprise, et puis on évolue aussi. Et le journaliste est obligé de se former à toutes les nouvelles technologies. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, Awa. Donc, sauf si les panélistes ont un point très critique, mais sinon, merci beaucoup à M. Aïdara, donc, qui est
notre premier panéliste, M. Aïdara, comme je vous le disais, est actuellement le directeur du contentieux et des affaires juridiques à la PDP. À au Dr Diallo, qui est enseignant-chercheur universitaire, et à Awa Traoré, qui est journaliste et directrice de publication au niveau, rédactrice en chef au niveau des Nouvelle-Horizon. Donc merci beaucoup. Ça nous fait une bonne transition aussi vers le deuxième panel. Merci beaucoup. Merci monsieur le modérateur.